Faites attention à cette petite fille, elle s'appelle Amber Daniels, elle n'a que quelques années. Elle et ses 2 petites sœurs ont été retrouvées par un fermier, errant pieds nus et en pyjama sur un chemin de terre de sa ferme à 5 heures du matin. Il a immédiatement appelé la police, qui a emmené les filles au commissariat. Et c'est à ce moment-là que la jeune Amber raconte la nuit infernale qu'elle et ses sœurs venaient de passer. Mais bien qu'elle soit encore sous le choc, elle était déterminée à aider la police à arrêter le monstre qui avait dévasté sa famille et marqué sa vie à jamais. Les amis, l'affaire d'aujourd'hui est lourde, triste et implique des personnes très jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour ne pas fâcher papa YouTube, je vais laisser de côté certains détails et les âges dans le récit. D'accord ? Salut mon beau monde, je suis Su et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si comme moi, vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses étranges et un peu folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter et partager, car tout cela nous aide énormément ici. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Alors, allons-y. Il est 5 heures du matin, le 4 décembre 1997. Un fermier du comté de Bacon, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, travaille sur sa propriété lorsqu'il aperçoit 3 jeunes filles marchant le long de la route. Inutile de dire qu'il a eu une sacrée frayeur, n'est-ce pas ? Il a remarqué que les filles étaient très effrayées et apeurées. Alors, calmement, il s'approche d'elles et leur demande si elles vont bien. L'une des enfants dit qu'elles viennent de Santa Claus, une petite ville située à 80 km de la ferme. L'homme affiche un air complètement perdu, comme s'il ne comprenait rien. Comment 3 filles peuvent-elles marcher seules, à 5 heures du matin, pieds nus et en pyjama, si loin de chez elles? Il appelle la police, explique la situation et envoie rapidement une voiture de police pour récupérer ses filles. C'est ce que vous pensez. La police arrive sur place et les ramène au commissariat en leur demandant où elles habitent et ce qui s'est passé. La fille dit son âge, Amber dit qu'elle et ses sœurs font partie de la famille Daniels. La famille Daniels est connue dans la région pour accueillir de nombreux enfants orphelins. Une policière est envoyée chez les Daniels pour voir ce qui se passait et pourquoi les filles étaient seules et si loin de chez elles. Lorsque la police arrive à la maison, la porte d'entrée est grande ouverte. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur est l'une des intrusions à domicile les plus troublantes que l'État de Géorgie ait jamais vues. La policière s'approche de la porte et parle à haute voix. « Ici la police, y a-t-il quelqu'un ?» Mais la maison était absolument silencieuse et personne ne répondait. La policière entre lentement et entend le bruit du système d'alarme qui sonne, ainsi qu'un bébé qui pleure à l'intérieur. Cette scène est vraiment très étrange et la policière avance plus loin dans la maison quand, soudain, elle aperçoit du coin de l'œil quelque chose bouger sous la table. Surprise, elle se retourne et voit qu'il s'agit d'un petit garçon caché, en état de choc. Le garçon sort de sous la table. Il lève les bras sans dire un mot et pointe vers l'une des chambres. La policière regarde dans la direction qu'il indiquait et voit une tache de sang sur la porte de la chambre. Oh là là, mon Dieu! La policière a dégainé son arme et est entrée dans la chambre très prudemment. Dès qu'elle est entrée, elle a découvert le corps d'une jeune femme immobile sur le sol. La policière reçoit une montée d'adrénaline et entre dans la chambre, arme à la main. C'est alors qu'elle voit 2 autres corps sur le lit. C'était un homme et une femme. Dans le berceau à côté du lit, il y avait un bébé qui pleurait beaucoup. La policière continue de fouiller la maison. Dans l'une des chambres, elle trouve un petit garçon allongé sur le lit, son drap couvert de sang. Malheureusement, le garçon était décédé. La policière a pris le bébé et le garçon qui était sous la table, puis elle est sortie en courant vers la voiture de police. Elle ignorait si l'auteur de cette folie était toujours dans la maison ou aux alentours, tu vois? Mon Dieu! Pendant que tout cela se passait dans la maison, les enquêteurs interrogèrent les 3 filles pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Amber, qui est la fille aînée, commence à tout raconter. Et même avec tout le traumatisme qu'elle a vécu, elle se souvenait parfaitement de tout. Elle a raconté qu'elle avait été sortie de sa chambre au milieu de la nuit par un homme appelé Scott. Cette information a tout changé. Pour mieux comprendre, revenons 2 ans en arrière, en 1995. Amber n'a qu'1 an et vit enfin avec sa mère biologique, appelée Kim. Kim est une alcoolique en rétablissement. En grandissant, Amber et ses sœurs étaient régulièrement placées en famille d'accueil par les services de protection de l'enfance.
car leur mère a perdu leur garde à plusieurs reprises à cause de sa dépendance. Mais Kim était déterminée à améliorer sa vie et à arrêter de boire pour récupérer la garde de ses filles et leur offrir un foyer plein d'amour. C'est lors des séances des alcooliques anonymes qu'elle a rencontré Danny Daniels, qui était lui aussi alcoolique et en voie de guérison. Ils sont tombés amoureux et ont fait le pacte de se soigner ensemble et de vivre une vie loin des dépendances. Danny et Kim se sont mariés. Il avait une fille adolescente appelée Jessica, et ainsi, tous les 6 ont formé une nouvelle famille et tout le monde était heureux de vivre sous le même toit. Enfin, le rêve de Kim d'offrir un foyer sûr et aimant à ses filles était devenu réalité. Kim, très reconnaissante, voulait rendre à la communauté le soutien reçu pendant la période difficile. Pour cela, elle et Danny sont devenus bénévoles et ont commencé à accueillir chez eux des enfants en situation de risque, tout comme leur fille l'avait été par le passé. C'est formidable, n'est-ce pas? L'une des premières enfants placés que les Daniels ont accueillis était une jeune fille appelée Joanne. La mère biologique de Joanne était une femme qui avait également perdu sa garde à cause de problèmes de dépendance et qui avait l'autorisation de faire des visites surveillées. Lors de nombreuses de ces visites, elle était accompagnée de son fils, Jerry Scott Handler. Jerry, ou comme il préférait qu'on l'appelle, Scott, avait 18 ans et était très amical avec tous les enfants de la maison. Il jouait avec elle et tout le monde se sentait bien dans sa présence, tu sais. 2 ans ont passé et la mère de Joanne a réussi à se rétablir et a de nouveau obtenu la garde de sa fille. Quelle bonne nouvelle! Depuis lors, personne n'avait jamais revu Scott. Alors, revenons à la date du crime, le 4 décembre 1997. Les Daniels avaient 3 autres enfants adoptifs en plus de leurs 4 filles biologiques. Amber est dans sa chambre en train de dormir quand, soudain, elle est réveillée par quelqu'un qui la secoue et l'appelle par son prénom. Elle a ouvert les yeux, effrayée, et même si elle n'avait pas vu Scott depuis des années, elle l'a reconnu tout de suite. Il la tenait par les bras et disait « Réveille-toi, réveille-toi, viens avec moi ». Amber se réveille sans rien comprendre et elle n'entend que les autres enfants pleurer dans la chambre d'à côté. Scott la tire hors du lit et dit qu'ils doivent quitter la maison immédiatement. Il entraîne Amber dans le couloir jusqu'à ce qu'elle s'arrête et demande « Où sont mes parents ?» Scott, un peu pris au dépourvu, répond qu'ils n'étaient pas dans la maison, qu'ils sont partis en emmenant certains des enfants et que ses parents lui ont demandé de revenir chercher elle et ses 2 autres jeunes sœurs, Amanda et Brooke. Mais juste avant qu'ils ne sortent par la porte d'entrée, Amber se retourne et voit son frère adoptif de 4 ans, Corey, caché sous la table de la cuisine. Elle a aussi entendu son autre frère adoptif, le bébé Gabe, pleurer. Amber, très confuse, s'est arrêtée à nouveau et a demandé « Pourquoi est-ce qu'on les laisse derrière nous ?» Et Scott a répondu que leur père revenait déjà pour chercher ses enfants. Rien de tout cela n'avait de sens, mais Scott, ami de la famille toujours attentionné avec les enfants, a demandé à Amber et ses sœurs de le suivre. Elles ont décidé d'obéir, n'est-ce pas? Peut-être. Tout le monde est monté dans le van. Mais, alors qu'ils continuaient à conduire sur la route déserte, les filles étaient de plus en plus inquiètes et ont commencé à pleurer, ne sachant pas où elles allaient, ni où étaient leurs parents. Scott est devenu nerveux et a ordonné le silence. Après plus d'une demi-heure de route, la voiture a quitté la route principale pour un petit chemin. Peu de temps après, il s'est garé sous un pont. Scott a alors coupé le moteur, tiré le frein à main et a demandé à Amber d'aller à l'arrière avec lui, tandis qu'Amanda et Brooks sont passés à l'avant. On peut déjà imaginer ce qui s'est passé à l'arrière de ce van, n'est-ce pas? Alors Amber a commencé à pleurer et c'est là que Scott a dit que, si elle ne s'arrêtait pas, il ferait la même chose aux 2 autres filles. Pour protéger ses sœurs, Amber a ravalé ses larmes. « Oh, je n'arrive même pas à... Ouf !» Après qu'il ait fini, Scott est retourné sur le siège du conducteur et a repris la route. Les 3 sœurs sont restées silencieuses, complètement terrifiées et sous le choc. Soudain, la voiture s'arrête en plein milieu d'un autre pont. Scott prend un briquet et force Amber, Brooke et Amanda à sortir du van. Il continue de les menacer avec le briquet et emmène les filles jusqu'au bord du pont. Les 3, très effrayées, restent collées les unes aux autres et se tiennent la main. Et elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Mais là, tout à coup, Scott jette le briquet dans la rivière en bas. À ce moment-là, la jeune Amber a pensé « C'est notre chance, il est désarmé. Si on court vers les broussailles, peut-être qu'on arrivera à s'échapper d'ici, non ?» Les 3 commencent quant alors à courir comme des désespérés. Et Scott commence à courir derrière elle en criant pour qu'elle revienne. Sauf que Scott était beaucoup plus grand et beaucoup plus rapide.
et il réussit à rattraper Brooke. Il a crié que si les deux autres ne revenaient pas, il allait jeter Brooke du pont. La pauvre Amber s'est retrouvée face à un choix impossible, se sauver elle-même et sacrifier la vie de sa petite sœur, ou retourner à la camionnette sans savoir ce qui allait lui arriver. Elle a décidé, une fois de plus, de protéger sa sœur. Elle et sa sœur Amanda commencent à marcher lentement vers Scott et Brooke. Il les a toutes jetées dans la camionnette et est parti à toute vitesse sur la route. Très nerveux, il a conduit pendant plus de 28 minutes et soudain, il s'est arrêté sur un petit chemin. Il a fait sortir les trois de la camionnette et leur a dit d'attendre, qu'il reviendrait dans 5 minutes. Elles sont toutes restées silencieuses, regardant la voiture de Jerry s'éloigner. Dès qu'elles n'ont plus vu les phares de la voiture, les trois se sont mises à courir à toute vitesse dans le sens opposé sur la route. En courant sur la route, elles ont aperçu au loin une maison qui semblait être une ferme. Elles ont alors commencé à courir en direction de cette ferme. Mais soudain, les phares d'une voiture sont apparus sur la route, venant dans leur direction. Imaginez un peu, elles ont essayé de se cacher, mais il était déjà trop tard. La voiture s'est arrêtée et un homme en est sorti, venant vers elles. Mais grâce à Dieu, ce n'était pas Scott. L'homme a appelé la police et le shérif local est arrivé et a emmené les trois filles au commissariat. C'est au commissariat qu'elle a été informée que ses parents et ses frères et sœurs adoptifs avaient été assassinés. Elle n'arrivait pas à accepter ou à croire. Il lui a fallu du temps pour digérer cette information. La pauvre, elle a beaucoup pleuré. Vous imaginez, franchement, aïe. Mais Amber sait qui lui a fait ça et elle veut s'assurer qu'il soit arrêté et qu'il paie pour ce qu'il a fait à sa famille. Elle a dit que c'était Scott et qu'il fréquentait leur maison il y a des années quand sa sœur vivait chez eux. Amber a aussi raconté qu'à l'époque, il était tombé amoureux de la fille aînée, l'adolescente de Danny, Jessica. Mais Jessica n'a pas voulu de lui à ce moment-là. Elle l'a tout simplement repoussé. Avec ces informations, la police a découvert que Scott avait déjà un casier judiciaire. Il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Avec cela, ils ont pris la photo de son casier judiciaire et ont fait un test avec Amber pour s'assurer qu'elle identifiait bien la bonne personne responsable de toute cette barbarie qui s'est produite cette nuit-là. J'ai 6 photographies et tu peux ou non savoir qui est sur ces photos, d'accord ? Et c'est normal. Ce que je veux que tu fasses, c'est les regarder. Et si tu en reconnais une, dis-le-moi. Tu es avec la dernière nuit ? D'accord, c'est lui avec qui tu étais sous le pont. Pour pouvoir émettre le mandat d'arrêt, Amber a dû raconter dans les moindres détails tout ce qu'elle avait vécu cette nuit-là. Elle a dû monter dans la voiture de police et indiquer le trajet, le pont où il s'est arrêté et a agi avec elle. La pauvre. Imagine devoir revivre tout ça. Que Dieu nous protège. La police scientifique a recueilli des preuves sur la scène du crime, collectant empreintes digitales, un mégot et des échantillons d'ADN. Les enquêteurs sont arrivés à la chronologie suivante. Vers 1h du matin, avant que Scott ne kidnappe Amber et ses 2 jeunes sœurs, il est entré par effraction dans la maison par une fenêtre à l'arrière. Il est ensuite allé dans la chambre de la fille aînée, Jessica, et a essayé de faire des choses avec elle. Les détectives pensent donc qu'elle a dû résister et s'est enfuie dans la chambre de ses parents. Scott l'a poursuivie et dans la chambre des parents, il a tiré sur Jessica, qui est tombée au sol, puis il a tiré sur les parents, qui étaient au lit. Ensuite, il est allé dans la chambre d'à côté. Et il a fait la même chose avec son fils adoptif, Brian. C'est là que ses munitions se sont épuisées. Il est alors entré dans la chambre d'Amber et a emmené Amber et ses sœurs. Avec toutes les preuves, un mandat d'arrêt a été émis. Les forces de police de toutes les villes voisines se sont unies pour retrouver Scott. Ils sont allés chez sa mère, qui vivait dans une petite ville à proximité, à moins d'1 heure de la scène du crime. Mais Scott n'y était pas. Il semblait que l'homme avait tout simplement disparu. Cependant, les recherches ont continué autour de l'extérieur de la maison jusqu'à ce qu'ils finissent par le découvrir caché sous le plancher en bois d'une partie extérieure de la maison. Jerry Scott Adler est accusé et arrêté pour 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 3 chefs d'accusation d'enlèvement et de vol. Ce qui est bizarre, c'est que Scott est arrivé au commissariat en avouant tout. Il a dit que c'était bien lui, qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça et qu'il avait l'impression d'être dans un rêve. Tu peux y croire ? Le 30 août 1999, le procès de Scott a commencé. Amber a de nouveau témoigné et a raconté tout ce qu'il avait fait. Il n'a fallu que 28 minutes au jury pour rendre son verdict. Il a été condamné pour 4 chefs d'accusation de meurtre, enlèvement et vol. Il a été condamné à la peine de mort et il est toujours dans le couloir de la mort en attendant la date de son exécution. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis cette tragédie.
Aujourd'hui, Amber a sa propre famille. Elle reconnaît tous les efforts que sa mère a fait pour sortir de ses dépendances et s'occuper d'elle et de ses sœurs avec tant de dévouement. Elle dit que sa mission est de recréer pour sa propre famille le foyer chaleureux que sa mère a construit pour elle. Voilà les amis, quelle histoire bouleversante, n'est-ce pas? Oh là là, ces histoires avec des jeunes me donnent même la nausée, vous voyez? Vous avez aimé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est vraiment étrange. Je ne sais plus quoi dire. Restez connectés pour la prochaine vidéo et pensez à liker, vous abonner et partager. À bientôt. Ouais. Horrible. Exactement. Oh là là, c'est vraiment dur.